Eh bien, bonjour à tous. Alors, je me présente Louis Savoie. On m'a demandé de vous parler du concept de bien commun. Dans le cadre d'un travail que j'avais réalisé pour un programme de formation initié par IFRECOR pour Initiative française pour la préservation des récifs coralliens. Et mes seules références antérieures au plan professionnel, j'ai dirigé pendant plusieurs années des établissements impliqués dans les énergies renouvelables et dans la valorisation des ressources marines. À ce titre, j'ai participé à l'électrification solaire de beaucoup d'îles en Polynésie, et également à la réalisation de grands programmes de coopération dans les pays insulaires du Pacifique, en remontant jusqu'au FSM, la Fédération de Micronésie, coopération financée soit par la France, soit par le Japon. Et dans le cas de la valorisation des ressources marines, travailler à l'élaboration du plan de création d'une flotte industrielle en Polynésie et également des travaux à l'échelle régionale pour la préservation de la ressource. Voilà ce que je peux dire. Alors, traiter ce sujet, je le fais d'autant plus volontiers que j'ai été impressionné par les interventions précédentes et je m'aperçois qu'il y aura beaucoup de convergence avec le contenu de ce que je vais vous dire. Mais avant cela, je voudrais, pour bien situer le contexte, souligner un certain nombre de faits majeurs. Le premier fait, c'est que vous tous, en tant que responsables d'établissements scolaires, vous êtes face à une population dont les plus jeunes, ceux qui viennent et celles qui viennent de rentrer dans ce système, en regard d'une espérance de vie qui va passer 80 ans, pour plus d'un tiers, rentreront dans le 22e siècle. Donc vous êtes déjà face à une population qui connaîtra dans toute sa longueur le siècle dans lequel nous sommes. Donc ça donne non seulement à cette mesure du temps, et vous verrez que le traitement du sujet, quand on va remonter au concept de propriété, nous allons remonter à près de 1500 ans dans le passé, c'est de voir que quand on traite du sujet de développement durable, on prend en compte une dimension du temps qui se chiffre en siècles. L'autre aspect qui se déduit donc, par rapport à la démographie, c'est que quand on va aller vers la fin de ce siècle, on aura dans ce pays une population qui va approcher le million d'habitants. Plus d'un demi-million seront installés simplement dans l'île de Tahiti et de Moorea. Donc, prendre en compte que ceux que vous avez dans vos classes seront dans une société où le rapport à l'espace, le mode d'organisation de la société et du vivre ensemble sera d'une importance cruciale. On ne sera plus dans un référentiel historique ancien, on sera dans quelque chose de nouveau à bâtir. Par ailleurs, tout le débat sur le changement climatique, les menaces portées par le réchauffement climatique, les travaux de la COP21, vous êtes bien conscient qu'on est face à une population qui, à des degrés divers, sera menacée par la montée du niveau de la mer ou par l'acidification de la mer. Donc, on est dans un espace physique où ce dont on va débattre n'a rien de théorique. Ce seront des réalités dans le quotidien de milliers de personnes, et la plupart sont déjà des personnes vivantes, vous les avez tous les matins devant vous. Également d'avoir en tête que la crise qui vient de se passer en Italie, vous avez suivi l'actualité, on est également dans une phase de transition où la manière de penser l'économie et la manière de penser la relation qu'il y a entre l'économie et ce qu'on peut appeler la démocratie et rentre dans une zone non seulement de turbulence, mais également porteuse d'inquiétude. Et enfin, je voudrais aussi évoquer, pour parler de l'actualité, les auditions de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, aussi bien devant le Sénat américain que devant les responsables de l'Union européenne ou devant le président de notre République. Donc tout ce débat sur le mode de protection des données, donc tout ce qui est bien commun en termes de données informationnelles, parce que là, nous parlons aussi de bien commun. Lorsqu'on parle d'Internet, c'est un bien commun. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose que vous pratiquez, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours.
Donc, et enfin, on verra dans le développement, c'est un travail que j'ai fait qui dure normalement 3 heures, que je vais essayer de contracter dans le temps imparti. Vous avez entendu parler de Elon Musk, celui qui est entre autres producteur de la voiture Tesla, qui vient de s'engager également dans le spatial et qui a eu la capacité, c'est rare pour un être humain seul, d'envoyer dans l'espace sa première voiture Tesla. J'évoque cela parce que ce cas d'important, c'est que M. Elon Musk essaie de lever des fonds pour monter des grands projets de conquête de l'espace par le privé. Donc, programme d'implantation sur Mars. Et on n'est plus dans la science-fiction, parce que d'ores et déjà, des bureaux d'experts sont chargés de réfléchir sur le mode d'appropriation d'astéroïdes. Donc, on peut considérer que pour l'instant, l'univers est un bien commun, puisqu'il appartient à personne, mais ce sera peut-être moins vrai demain. Et que toute notre histoire, on verra un certain chapitre de ce que je vais évoquer, est marquée par ce mouvement d'hégémonie du système européen, de la pensée européenne, de la pensée d'inspiration chrétienne. Et cette hégémonie a donné un mode de penser le monde, un mode de penser la marche des sociétés, qu'on appelle démocratie, et également un modèle économique de référence qui est le capitalisme. Donc, fondé sur un principe absolu, c'est la construction du concept du droit de propriété et la préservation de ce droit de propriété. Et ça va être tout le débat entre bien commun et appropriation à caractère exclusif d'un bien, de la définition d'une molécule, d'un gène, que ce soit d'un animal. Donc, nous sommes dans ce débat, et peut-être demain, des applications informatiques qui vont donner à un faible nombre des instruments d'influence et de pouvoir sur les autres, ce qui s'est passé donc avec Facebook, puisque l'exploitation d'une série de données ont pu peser sur le mode d'élection du président des États-Unis ou la décision de la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne avec le Brexit. Donc, tout ça, d'être conscient que quand on va parler de biens communs, eh bien, lorsqu'il peut y avoir des intrusions, des exploitations, eh bien, on peut voir surgir des menaces d'une importante gravité pour et notre présent et notre futur sur le très long terme. Voilà ce que je voulais dire en préambule, avant d'aborder les points suivants sur définition des biens communs, de voir que ce n'est pas évident, parce qu'il y a des controverses sur comment on définit les biens communs, et de dire qu'en plus, la prise en compte dans nos schémas de pensée et dans la manière de construire nos décisions d'action, nous avons énormément d'obstacles. Je vais les évoquer. Et enfin, un contre-courant par rapport au renouveau du courant en faveur de la protection du bien commun ou des biens communs, on verra la distinction, c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Et donc, il faut dire qu'on est dans quelque chose de très contesté ou de très controversé. Et à partir de voir, de se dire, mais dans tout cela, qu'est-ce qu'on peut ramener dans ce pays? Est-ce qu'il faut trier? Et en retour, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? C'est donc les perspectives qu'on pourra évoquer et le cas particulier de la Polynésie. Alors, importance croissante du concept de bien commun, on l'a évoqué sur le changement climatique, mais surtout, il y a une personne dont il faut retenir le nom, c'est Elinor Ostrom. Son mari est scandinave, d'où le nom d'Ostrom, d'origine scandinave, mais en fin de compte, c'est une Américaine, qui a surtout mené une partie de sa carrière à Los Angeles, donc pas loin de chez nous. Elle était enseignante, beaucoup impliquée dans les problèmes de gestion de l'eau pour l'approvisionnement en eau de la ville de Los Angeles, et donc son extension. Et on verra plus loin les traits essentiels de sa théorie de l'auto-organisation. Et donc, quelque part, ces travaux, au titre de la défense des biens communs, viennent un peu en conflit
avec une vision du monde où tout serait réservé à la prééminence de la chose économique, que l'économie vient en premier et tout doit être subordonné aux enjeux, aux impératifs économiques. C'est tout le débat qui s'ouvre actuellement en Italie. Donc, pour redonner une dimension plus concrète et plus quotidienne. Alors, définition des biens communs. Donc, je disais, c'est controversé. Il y a plusieurs définitions et souvent on glisse entre le bien commun, le bien public mondial, le rapport entre les différents pays selon leur niveau de richesse. Et bien souvent, cela permet d'entretenir des conflits sur ce qu'on peut appeler des paradigmes, c'est-à-dire une conception même de la société que l'on veut bâtir. Alors, le concept de patrimoine commun de l'humanité, c'est donc l'eau, l'air. Les biens communs courants, c'est la langue que l'on parle, c'est la culture, la musique. Donc, c'est tout cela qui est, disons, à tout le monde. Il y a des glissements également de dire est-ce qu'on peut dissocier et concevoir dans le futur, par opposition à ce processus d'appropriation, je citais Elon Musk, demain s'approprier des astéroïdes, de dire il faut absolument protéger l'humanité et qu'il y ait, pourquoi pas, des biens qui aient le caractère de biens publics mondial, et avec la décision soit de les exploiter en commun, soit de ne pas les exploiter, parce que leur exploitation pourrait mettre en péril. Et là, on revient à la définition du développement durable qui était donnée ce matin. Donc, c'est toute l'incidence que ça peut avoir, et sur l'environnement, le rapport à l'eau, la santé, la biodiversité, la sécurité. Donc, cela interpelle les fondements traditionnels du droit. Donc, je l'évoquais, est-ce qu'on vivra toujours dans la prééminence pour écrire le droit de propriété, ce qu'on appelle une propriété exclusive, ce qui est à moi et à moi seul, ou est-ce qu'on reviendra vers des concepts de propriété partagée? Donc, si je prends par exemple le ramassage de fruits ou de bois morts dans des forêts, toute l'histoire de l'humanité montre que le fait que quelqu'un soit propriétaire ne faisait pas obstacle à. Mais si on va vers la mise en place de clôtures, eh bien, ce processus va asseoir une propriété où on pourra se clore de murs sa propriété, mettre des portes blindées et dire propriété privée, personne ne vient. Donc, vous voyez que c'est le système dans lequel nous sommes rentrés avec le droit français. On verra plus loin hein, les origines. Mais à ce point, c'est de se dire que ce n'est pas une vérité universelle et ce ne sera certainement pas une vérité éternelle. Donc c'est un état de fait dans le mode d'organisation du monde dans lequel on est aujourd'hui. Il y a aussi la question du mode de régulation, donc au niveau international de ces biens communs. Prenons par exemple les ressources dans les eaux profondes, les eaux sous-marines. On est dans un processus où normalement l'inventeur, c'est celui qui va identifier le gisement, dès lors qu'il aura eu une concession, va tout faire pour exploiter et tirer, c'est normal, une approche capitaliste, le profit. Ou est-ce qu'on va dire non, à terme, c'est de dire que ce sont à la limite des biens communs à l'humanité et qu'il faudra que le mode de conception des projets d'exploitation soit discuté par tout le monde et pas uniquement par une autorité étatique qui aurait, par exemple, c'est la vertu de la ZEE, de dire, mais dans cette ZEE, il y a une autorité étatique qui seule peut décider ou non d'attribuer des concessions et de convenir du mode d'exploitation. Donc, dire oui, mais selon ces normes, selon le cahier des charges, on comprend qu'il faille à la fois assurer le retour sur investissement
du porteur de l'investissement, mais les effets tirés de cette exploitation, même si c'est légal dans un champ juridique donné, peut présenter des menaces pour les populations voisines. Quand on voit ce qui s'est passé dans le golfe de Mexico avec la fameuse plateforme pétrolière américaine qui a brûlé, et donc on s'est retrouvé avec des dépôts d'hydrocarbures pratiquement tout le long de la côte. Donc est-ce qu'on peut se contenter d'une relation bilatérale entre une autorité qui concède, un ou des opérateurs privés? Donc voilà, c'est un peu ces questionnements que tout cela, que le thème que nous avons aujourd'hui permet d'évoquer. Et lorsqu'on entre dans ce genre de débat, quelle que soit l'autorité légitimement et légalement investie de la possibilité d'autoriser ou pas, va porter des responsabilités. Mais, et là, c'est le fondement même du développement durable, c'est que nous nous inscrivons, un, dans un état de droit, deux, dans des systèmes démocratiques. Mais le responsable dans une représentation démocratique n'est pas seulement responsable vis-à-vis de ses contemporains, il y a un débat actuellement en Italie, et qui vont ou pas renouveler leur mandat politique, mais responsable vis-à-vis des générations futures. Et à ce moment-là, il y aura certainement à imaginer des procédures de mise en responsabilité qui n'existent pas encore. Donc, j'évoque cela pour bien démontrer la complexité relative des débats sur ce qu'on appelle les biens communs. Alors, qui dit bien commun renvoie à la notion de ressources, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un marché, et si ce marché, on ne pouvait pas, en cédant tout ou partie des parcelles ou pas du bien commun, il y aurait une non-action. Donc, on est bien dans cette confrontation entre un système économique fondé sur la recherche de la juste rémunération de ces investissements et la relation aux groupes humains qui peuvent être concernés. Alors, nous avons trois sphères qui sont en interaction. Nous avons, j'évoquais l'état de droit, j'évoquais des systèmes démocratiques, des acteurs institutionnels. Et au plan international, regroupés dans des organismes tels que, par exemple, l'ONU, l'Union européenne, qui ont à connaître et à débattre des thématiques liées à ce sujet bien commun. Il y a les acteurs de la société civile et les interventions qu'il y avait juste avant moi en étaient les illustrations. Et enfin, nous avons l'ensemble des acteurs dans le champ privé, même si ce sont des établissements publics, mais qui engagent des activités permettant de valoriser ou de s'accaparer ce qui est en vert, tout ou partie des ressources naturelles, ça peut aller jusque dans le domaine de la connaissance. Donc, la référence juridique montre que les droits d'auteur sont des situations d'exception. Normalement, un poète qui écrit un poème, un auteur qui a écrit une pièce de théâtre, c'est appelé à être un bien commun, que ça appartienne à tout le monde. Il y a simplement que, sur une période donnée, il aura le juste retour de sa création, il aura à percevoir des droits d'auteur. Mais pour un auteur, passé 70 ans, ça tombe dans le domaine public. Pareil pour des chansons. Donc, il y a à la fois une dimension culturelle. Si j'en prends les Esquimaux, les Inuits, leur culture, c'est que un chant n'était la propriété qu'une seule personne, son auteur. Donc, on pouvait chanter qu'avec cette personne. Et donc, cette personne décédée, eh bien, ce chant disparaissait. Aujourd'hui, on est dans un régime, vous avez évoqué le retour de la SACEM, dans un régime de droit d'auteur, on essaie de concilier la rémunération de l'inventeur, de celui qui a créé l'œuvre, mais l'idée, c'est que dans le temps, ça tombe dans le domaine public. Donc aujourd'hui,
plus personne n'a des droits d'auteur sur Victor Hugo. Et même, vous avez vu récemment la polémique sur la décision annoncée par Gallimard de rééditer Mein Kampf de Adolf Hitler, qui est tombé dans le domaine public. Donc il y a deux choses. Ça tombe dans le domaine public, mais ça n'interdit pas qu'un acteur économique puisse rééditer l'œuvre, puisse produire un support, que ce soit un livre, que ce soit un CD ou autre, et le vendre sur un marché. Donc c'est plus sa présentation qui fait l'objet d'une élaboration et d'une mise sur marché, bien que on est là face à un bien qui était tombé dans le domaine public. Alors, on va aller vers la classification de ces biens. Alors, on tient compte de deux types de critères, ce qu'on appelle l'exclusion et la rivalité. Si je prends un poisson dans le lagon est la propriété de personne. Et il y a un acte magique au plan juridique. La personne qui arrive à pêcher ce poisson, à l'instant même où ce poisson est pêché, ça devient sa propriété exclusive. Et cette personne est en droit de présenter ce poisson sur un marché et d'avoir une rémunération pour son acte valeureux d'avoir pêché ce poisson. Donc, quand on débat sur la préservation des ressources pélagiques ou autres, on est aussi face à cela. Donc, rien n'interdit à quelqu'un, dès lors qu'on l'a pêché, de se dire « je suis propriétaire ». Mais, ce faisant, il y a un processus d'exclusion. Il soustrait ce poisson du lagon, donc on est exclu de l'accès à ce poisson. On ne peut pas le pêcher, il a été pêché. Donc, vous voyez que quand on prend ces deux critères sur le tableau, si on est face à une situation d'exclusion forte ou faible, ou s'il y a plusieurs opérateurs qui sont en concurrence, eh bien, on aura une classification différente entre un bien privé et qui aura d'autant plus de valeur que le processus d'exclusion est fort et où il y a une demande très forte, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité très forte. Alors que, à l'inverse, même s'il y a une rivalité forte, mais il n'y a pas d'exclusion, on peut être plusieurs à vouloir écouter une musique à la radio, mais qu'on soit 1000 de plus à écouter tel morceau sur telle chaîne de radio, il n'y a pas d'exclusion. Donc, si quelqu'un vient s'éclairer à votre lampe et ne vous empêche pas de lire par ailleurs, il n'y a pas ce processus d'inclusion. Donc, on est face à un bien commun. Et enfin, s'il n'y a ni processus d'exclusion, tout le monde peut y avoir accès, et une rivalité faible, on a un bien public. Donc, ou du moins, on peut espérer. Ça peut être l'autoroute, le réseau routier, ça peut être un pont. Sauf lorsque vous êtes dans l'embouteillage, là, vous êtes dans une situation de rivalité forte. Par contre, vous pouvez concilier lorsque il y a une rivalité faible et malgré que le taux d'exclusion soit fort. C'est, par exemple, à nouveau la pêche. Ça peut être la pêche, par exemple, du troca dans un lagon. Donc, le troca qui a été pêché par votre voisin, vous ne pouvez pas le pêcher. Mais on peut être dans un mode d'organisation où la pêche va être réservée à une population donnée. On va parler de biens de club. Il y aura différentes manières d'organiser ceux qui sont appelés à prélever. La prise en compte du concept de bien commun, ça paraît à la fois simple et pourtant il y a beaucoup de blocages. Alors, il y a au moins 6 obstacles mentaux. On ne les voit pas, c'est la puissance du marché, c'est le réflexe de se reposer sur l'État, c'est la peur de solutions alternatives au marché. Pendant longtemps, on parlait de la peur du goulag ou toute forme de collectivisme. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il y a derrière cela, c'est dire oui, mais si on n'est plus dans la propriété privée, on revient vers une sorte de communisme. Alors, il y a également le fait qu'on considère que l'être humain est par nature égoïste et que donc il
il n'y aura pas le souci. Alors, on a rappelé que l'article 1er de la loi sur l'éducation, c'est de faire en sorte que chaque élève soit un citoyen respectueux de l'environnement. C'est ce qu'on nous a rappelé ce matin. Oui, mais on dit, face à un souci de faire énormément de réglementation, parce que les comportements égoïstes eh bien, vont faire que l'équilibre d'ensemble va être ruiné, et donc un lagon détruit, un récif qui va mourir. Bon. Et donc, on verra au titre de ce qu'on appelle la tragédie des communs, tous ceux qui sont opposés à ce que l'on puisse laisser toute sa place au concept de bien commun. Et enfin, se reposer sur les institutions, les limites, où est-ce qu'on doit faire autrement. Alors, pour ce qui est du premier point, on ne les voit pas. L'air, mais c'est plus qu'une nécessité. Donc, toute communauté humaine, c'est au moins deux choses. C'est l'air, l'eau. Et normalement, sous cette approche, c'est de se dire qu'aucune entité ne pourrait s'approprier ces deux biens. Et cela est dû au fait qu'il y a un désintérêt pour ce qui paraît abondant. L'air que l'on respire ou l'eau qui tombe du ciel, l'eau courante. Et il en est de même pour une langue. On considère que ça va de soi. Et on ne raisonne pas en termes de patrimoine. C'est tout débat qu'il y a sur le renouveau de Léo Tahiti. C'est que c'est un bien commun, mais ce bien commun, ça se préserve, ça s'enrichit, ça se développe au besoin. Mais on peut aller plus loin. C'est le souci de conserver des fêtes traditionnelles. Mais ça peut être tout le débat. Dans certains pays, est-ce qu'il faut maintenir des corridas, alors que d'autres disent, mais c'est scandaleux, c'est absolument inhumain, il faut interdire les corridas. Oui, mais, donc la conciliation, c'est que lorsque la corrida est menée dans des espaces où c'est un héritage culturel, c'est toléré. Mais par contre, si on veut organiser des combats de taureaux pour des raisons de promotion touristique, là où il ne se faisait pas, donc on peut imaginer que ce soit interdit. Mais allons plus loin, c'est aussi ce qu'on peut appeler la beauté d'un paysage. Pour l'essentiel, le tourisme de la Polynésie, c'est la beauté de ces paysages. Quel est le degré de préservation de ce bien qu'on considère comme bien commun? Dans toutes les analyses stratégiques, telles que par exemple le cabinet Heiska et Foss de New York sur la Polynésie, ils disent surtout, un de vos atouts majeurs, c'est la beauté scénique de Moorea, de Bora Bora. Donc, en soi, la beauté scénique est un bien commun, même si on n'est pas propriétaire de ce qu'on voit. Mais la beauté devient un bien commun. Et donc, si dans le strict respect d'un droit exclusif de propriété, les détenteurs des différentes parcelles mènent des travaux tout à fait légitimes, mais qui visent à détruire cette beauté scénique, à en les dire, alors à ce moment-là, il y a sur la communauté une lourde conséquence, pas uniquement sur le quotidien de chacun, de dire là où on passait c'était beau, puis aujourd'hui c'est laid, une zone industrielle par exemple, mais surtout c'est de dire on peut ruiner un atout touristique. Et à ce moment-là, à moyen et long terme, eh bien, qui ira à Moorea si on a, je disais, plus d'un demi-million d'habitants d'ici la fin de ce siècle entre simplement l'île de Tahiti et de Moorea. Donc, vous imaginez, s'il y a 20 000 maisons accrochées aux montagnes de Moorea, on peut se poser la question si on a toujours le même niveau de valeur de l'atout scénique, à moins peut-être de faire venir des aveugles qui seraient contents d'écouter de la musique tahitienne. Enfin, je ne sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, il y a la toute-puissance du marché. Alors, c'est aussi le grand enjeu, c'est la raréfaction des ressources. On vit tous dans un modèle en disant, et le ciment entre les différents pays, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI. Si vous suivez la norme, ce à quoi on appelle l'Italie aujourd'hui, eh bien, vous aurez en retour telle et telle chose. Très bien, mais sous-entendu, ça va permettre quoi au niveau d'un pays? Eh bien, de mobiliser sa capacité à mettre en valeur toute une série de ressources, à donner des emplois à ses populations, à bâtir son futur. Mais ces processus sont consommateurs de ressources. Et c'est un secret pour personne que si tous les pays du monde, il y a à peu près 180 qui figurent à l'ONU, avaient pour ambition
d'aller vers le standard américain, comme on dit, il faudrait 7 fois la planète Terre. Il n'y a pas assez de ressources en l'état actuel de la technologie pour permettre à 7 milliards d'humains de vivre selon le standard américain de prospérité. Ce n'est pas possible. Et donc, quelque part, il y aura les gagnants du gros lot et il y aura le reste. Donc, comment construire le juste milieu? Comment modifier? C'est tout l'enjeu qui est lié. Et on voit qu'on est dans une machine où il y a ces deux instruments qui sont le droit et l'économie. Donc, on va à la fois par le droit, à la limite, fermer même le débat. Parce que certains sont ici, c'est des associations, vous dites, taisez-vous. Parce que on a des projets, une dimension économique tellement majeure que ça va de soi. Donc, est-ce qu'il y a toujours la place au dialogue lorsque l'opération est portée avec un poids très lourd, disons en milliards de francs? Donc, c'est aussi ce qui se pose comme question. Alors, fondamentalement, on est dans cette confrontation, je ne dis pas affrontement, mais confrontation entre une vision du monde où on dit, mais il n'y a pas que le fait économique, il y a d'autres enjeux qu'on vient d'évoquer, donc les biens communs, sur qui a droit d'accéder ou pas à telle et telle ressource, à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Il y a une personne qui a été citée ce matin, c'est Hannah Arendt, en rappelant que sa fameuse pensée, le système éducatif est là pour transmettre le monde. Et peut-être que l'enjeu va au-delà, c'est de se dire comment permettre à chaque nouvelle génération, puisque, comme Tocqueville le disait, chaque nouvelle génération est un peuple nouveau. Eh bien, en dépassant cette pensée d'Hannah Arendt, de dire, mais l'objet est de construire à chaque fois un monde. Et Hannah Arendt, qui s'est fait connaître par ses travaux sur le totalitarisme, en particulier soviétique, eh bien, elle a dû fuir l'Allemagne avec le nazisme qui montait et arriver à New York et prendre des fonctions au secrétaire général du mouvement sioniste. Mais un contemporain de Hannah Arendt, qui est Friedrich Hayek, von Hayek à ce moment-là, parce qu'il a encore son nom germanique, autrichien, va devoir quitter également l'Autriche, qui vient par l'Anschluss de rentrer dans le système allemand, va aller enseigner à Cambridge, et il va être le concepteur du néolibéralisme, du système dans lequel on est aujourd'hui, avec un tournant, ça je parle de 1980, il va y avoir un personnage politique important qui va être Madame Thatcher. Et rappelez-vous sa fameuse phrase, il n'y a pas d'alternative. Mais lorsque nous sommes à la fin des années 70 et qu'elles le disent, nous sommes encore dans la guerre froide. L'adversaire, c'est l'Union soviétique. Et dire la vision d'un monde fondé sur un système économique est une absurdité. Et donc, le seul modèle qui vaille, c'est le système capitaliste à réformer, d'où le terme de néolibéralisme. Mais fondamentalement, c'est chez Hayek, qui a fui cette Allemagne nazie, c'est de se dire, peut-on laisser faire un système démocratique? Hitler a été élu à une très forte majorité. Si la vigueur de l'appareil économique, la pertinence des choix des opérateurs économiques, l'engagement des acteurs économiques à porter une création de richesse plus importante, c'est l'amélioration de la situation économique de l'Allemagne nazie, et donc de supporter un effort de guerre, eh bien, il faut protéger l'appareil économique de cela. Et donc, de dire le futur d'un système économique pertinent est de rendre moins dépendant de l'intrusion étatique, tout en permettant, dans les choix stratégiques, l'exercice de la représentation démocratique. Donc, vous voyez, on est soit un modèle, et c'est tout le débat permanent et récurrent, quel que soit le pays, que ce soit les États-Unis, les pays européens, c'est de se dire,
la chose économique doit imposer telle et telle chose jusqu'où? Et donc, face à cela, il y a tous ceux qui disent il y a des solutions alternatives, et ces solutions alternatives, eh bien, c'est l'approche développement durable, et dans développement durable, c'est le poids, l'importance de ce qu'on peut appeler des biens communs. C'est-à-dire des biens qui ne peuvent pas être appropriés automatiquement par un système économique qui est fondé sur un primat, une prééminence, c'est le marché. C'est un système où on va dire le vrai espace de démocratie, ce ne sont pas les élections, c'est le marché. Le marché où chacun librement va choisir tel article dans un système de concurrence. Donc, vous voyez un peu dans quel contexte on doit inscrire la réflexion. Donc, faut-il, pour se protéger, faire appel à l'État? C'est aussi l'autre point fort. C'est que tout ce qui va être en faveur de la prise de conscience sur les enjeux d'un développement durable, des menaces dans le monde de l'environnement, est-ce que ça doit être simplement dans une relation paisible, concertée, de coopération entre les appareils institutionnels, c'est-à-dire des ministères, c'est-à-dire des gouvernements, c'est-à-dire des administrations, et une société civile? Alors là, dans beaucoup de pays, les courants, c'est de dire il y a un grand danger. C'est dès lors qu'un bien commun tombe dans bien public, le grand danger, c'est que l'appareil institutionnel peut décider de confier, pas forcément de transférer la propriété, mais de confier la maîtrise de cette part du bien commun devenu bien public à des opérateurs privés, ce qu'on appelle les limites des délégations de services. Donc à ce moment-là, aujourd'hui, on ne peut plus mener une activité sportive, pas uniquement ici, si on n'a pas reçu une délégation de service public. Vous voyez ? Donc on est dans une société qui se complexifie, et la grande menace, c'est que dès lors qu'il y aurait un intérêt financier, c'est qu'à ce moment-là, quelque chose qu'on considérait comme allant de soi, que c'est tout le monde qui puisse avoir accès, on dit stop, maintenant il faut passer par la barrière, et est-ce que vous avez le ticket? On appelle ça un parking. Donc du coup, eh bien, on paye la place dans le... Vous voyez, c'est ces processus qui font... Pourquoi pas? Je veux dire, tout le monde est content d'avoir une place de parking. Mais comment on peut concilier les contraintes liées au développement durable si on ne prend pas cela en compte? Et alors, sur le positionnement du rôle de l'État, c'est que la grande inquiétude, c'est que est-ce qu'on n'est pas exposé à des effets pervers de processus de corruption? Alors, la corruption, elle est très délicate, parce qu'on définit des normes qui permettent de dire, là, il y a eu corruption, procédure judiciaire, on arrête le décideur ou les décideurs publics qui sont auteurs de la corruption. Mais il y a des formes beaucoup plus nuancées, et on est impuissant. Je veux dire, tout le jeu, par exemple, de relations, de lobby protégeant les intérêts de grands groupes, simplement par le jeu de recrutement croisé des familles, des enfants qui, à la limite, sortent des mêmes écoles, eh bien, à ce moment-là, on n'aura pas forcément une corruption dans le sens judiciaire, mais on peut parler de dimension, comment on appelle ça, de capillarité. On peut parler de capillarité qui fait que, eh bien, on va découvrir que telle partie du domaine public a été attribuée à tel opérateur. Alors, c'est les limites du réflexe de s'appuyer sur l'État. Et ça va très loin, parce que, bon, j'évoque là le Code justilien, ça qui a inspiré Portalis, les auteurs du Code Napoléon en 1804, qui a donné le Code civil, étendu en Polynésie en 1866, et qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes dans une république dont la Constitution consacre la propriété privée. Donc il ne s'agit pas, on n'est pas là pour dire c'est une mauvaise chose d'avoir la propriété privée, mais c'est de dire, il faut être prudent. Il y a aussi des situations dans lesquelles l'absolu d'un droit de propriété exclusif peut présenter... Alors, on va jusqu'à
aujourd'hui le concept de res delictae, c'est-à-dire que, comment, si on prend des déchets, par exemple, bon, tout un processus pour ramasser les déchets, les traiter et protéger l'environnement. Mais ces déchets peuvent à nouveau devenir des produits marchands. C'est tout l'intérêt de récupérer des bouteilles en verre, de les briser, ça devient un matériau que l'on peut replacer sur le marché. Vous voyez, donc, on se dit, il n'y a pas de pensée unique de dire telle option est bonne ou mauvaise. C'est la manière dont c'est architecturé, et donc, ça appelle une très grande vigilance. Alors, la peur du goulag, alors, il y a aussi, plus fondamentalement, il n'y a plus l'Union soviétique, on n'a plus, depuis 1989, la chute du mur de Berlin. Donc, est-ce que pour autant, on est dans le tout capitaliste? Alors, il n'y a pas que le cas de la Chine. La Chine est un cas particulier où c'est à la fois un pays communiste dans la mesure où la maîtrise de l'appareil de production relève de l'appareil étatique et donc d'une seule formation politique, qui est le Parti communiste chinois, mais où les produits, le process, la conception des produits s'inscrit dans un champ concurrentiel parce qu'il y a une mise sur le marché concurrentiel de ce que sortent les Chinois. Et vous avez vu qu'en règle générale, il y a un souci d'avoir un respect des contraintes de qualité et avec des prix qui sont relativement bas. Donc, c'est pas évident. Et donc de dire, oui, mais est-ce que quand on va construire, et c'est un peu l'approche des écolos, est-ce que s'il y a des solutions alternatives par rapport à ce que disait Mme Thatcher, est-ce qu'il n'y a pas risque de reglisser vers des approches collectivistes, bon, pas uniquement ceux qui étaient sur le plateau du Larzac ou à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est-à-dire, faut arrêter de rêver. Il y a des lourdeurs et autres. Bon, c'est un débat ouvert, hein, je ne tranche pas, mais voilà. Donc, alors, je veux quand même souligner, la grande question, c'est est-ce qu'on est dans un schéma de confiance vis-à-vis du citoyen ou de défiance? C'est le grand débat. Et donc, on s'aperçoit que certains experts disent que une bonne partie de l'humanité, surtout quand il y a des cataclysmes, ont des relations de confiance. Et que le principe de la défiance est aussi dans la culture européenne et que son inspiration trouverait sa source dans ce qu'on appelle les guerres de religion. Dans le haut Moyen-Âge, on était dans un monde chrétien. Et le monde chrétien faisait que tout le monde s'inscrivait dans une unité confessionnelle. À partir du XVIe siècle, après les années 1500, donc on a eu aussi bien Calvin que Luther, et donc il y a eu les guerres de religion, et donc on est tous amis égaux et dans un système de fraternité lorsqu'on est dans une confession, mais l'ennemi, c'est l'autre. Donc la grande bataille chez les Canadiens entre ce qu'on appelait les soap eaters, c'est-à-dire les catholiques, et les squareheads, qui étaient donc les Anglais, donc les protestants. Donc voilà, certains disent que... Alors est-ce qu'on peut revenir à la construction d'une société moins égoïste? Alors, ça donne toute sa place de dire, mais il ne faut pas qu'il y ait de modèle unique, et selon l'enjeu, eh bien, de reconnaître l'importance de la société civile et des mouvements associatifs, pourquoi pas. Et on l'a vu dernièrement en Polynésie, c'est les mouvements contre des projets intéressants à la vallée de la Papineau, et plus récemment sur le projet d'île flottante. Donc, je ne rentre pas, je ne dis pas que tel projet c'était bon ou pas bon, je ne dis pas ça. Simplement, la manière dont la société ici a réagi, et c'est assez simple, c'est-à-dire de dire, mais on ne peut pas se faire imposer un modèle, même si les décideurs ont la légitimité, c'est eux qui ont le pouvoir de décider, et ils décident, à la limite, sans qu'on puisse les soupçonner de corruption. Mais on n'est pas d'accord avec ce choix, parce qu'on pense que tel et tel aspect du projet n'a pas été débattu. Donc, il y a une demande d'adhésion inversement au projet, pas forcément d'opposition au projet, mais de dire, mais on veut s'y associer, vous pouvez être associé. Et donc, et je voudrais finir là-dessus, parce que c'est multiface le dossier, je mettrai 3 heures, mais de dire qu'en retour, ce qui est important, c'est qu'on est en train de débattre du Rahui. Donc, il y a le programme Intègre financé par l'Europe, qui intéresse pour l'instant la presqu'île, du côté
de Weinau et Élysée-sous-le-Vent. Et alors, on n'est pas dans la réplique pure et simple de la pratique ancestrale de Larouille. J'en renvoie là aux descriptions sur le mode de vie des sociétés tahitiennes au début du XIXe siècle par le pasteur William Ellis, mais plus dans une approche moderne, c'est-à-dire, et là, qui rejoint les travaux de Elinor Ostrom, c'est de dire que dans la tragédie des communs, c'est de dire que si tout le monde a accès, eh bien, ça va être la catastrophe. Donc, il y a un champ, il y a plusieurs éleveurs, chacun met un animal, puis ça marche, on en met deux, puis après, il y a un surnombre et tout est ruiné. Quand j'ai fait l'intervention pour IFRECOR, un certain nombre de scientifiques, dont le professeur Salva, m'ont tout de suite envoyé des messages en disant « Oh là là, les biens communs, c'est dangereux, la tragédie des communs, les travaux de Garrett Hardin. » Mais dire « Oui, mais que dit Elinor Ostrom ?» Elle dit « Mais c'est le mode d'organisation. C'est que si on est dans la propriété exclusive et qu'il y a à côté un bien qui appartient à personne, tout le monde va essayer de l'exploiter. » Et c'est vrai que dans beaucoup de pays où il n'y a pas forcément l'état de droit, on assiste à ça, une déperdition des biens communs. Prenons par exemple les poissons côtiers dans des pays comme les Philippines ou comme Madagascar. Eh bien, des populations se sont retrouvées privées de nourriture parce qu'il y a eu surexploitation. Lorsqu'on a développé, par exemple, le marché des poissons d'aquarium, des destructions de lagons aux Philippines pour pouvoir exporter des poissons de lagons sur le marché nord-américain. Donc, vous voyez, on peut effectivement dire qu'il y a eu des cas où c'est quelque chose d'affreux et que s'il y avait une administration avec des systèmes policiers, un contrôle, des réglementations, une cour de justice qui arrête ceux qui sont en infraction et on les colle au trou. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. De dire, on est plus maintenant dans des approches beaucoup plus collectives, enfin, pas collectiviste, mais où le sens du collectif est donc une des formes, c'est ce que vous avez illustré ce matin, c'est l'apport, telle association, telle association. Et donc, comment on ouvre les débats et comment on construit les clés de mise en responsabilité. Voilà, et alors, donc, les perspectives pour le phénomène. Alors, en retour, cette étude sur le Rahui sera certainement une réussite parce que pour bien éclairer le débat, c'est tout l'apport des scientifiques qui font en permanence des évaluations dans les lagons. Et donc, ça permet d'avoir un débat responsable où on ne raconte pas de bobards. Hein, quand on prend des mesures, ça marche pas. Et c'est toute l'approche dans le modèle à la Elinor Ostrom, eh bien, de ceux qui peuvent construire des connaissances, les faire partager pour que il n'y ait pas qu'une approche étatique, dont la réactivité sera forcément moins bonne. Et cela renvoie à l'enjeu majeur que je voudrais aussi évoquer, et je finirai là-dessus, c'est que dans la COP 21, il y a essentiellement deux stratégies contre le changement climatique. Il y a la stratégie 1, qui est une stratégie d'action sur les causes. C'est tous les débats sur les sources et les émissions. Bon, et c'est souvent des relations entre États ou entre opérateurs économiques. Malgré la décision de Trump de sortir, les acteurs économiques américains sont prêts à continuer à travailler. Nous, à la limite, on pèse rien. Bon, là-dedans. Donc, la deuxième stratégie, pour ceux qui ne pèsent pas dans la stratégie numéro 1, ça n'indique pas que par devoir de solidarité, on s'astreint à avoir les mêmes comportements que les autres au niveau de sa voiture, des choses comme ça. Mais on sait que ce n'est pas nous qui pesons à l'échelle mondiale. Par contre, la deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de résilience. C'est comment on s'adapte. Comment on s'adapte. Et ça, nous sommes directement concernés. Et pour s'adapter, il faut qu'il y ait des sentinelles. Et on ne peut pas imaginer demain qu'on va continuer avec une organisation où ce seront simplement des administrations qui sont seules en responsabilité, dans l'obligation d'agir, avec 3 agents à travailler sur toutes les 118 îles de la Polynésie. C'est quelque chose, à la limite, d'inconcevable. Par contre, il y a non seulement le renvoi aux structures locales, ce sont les communes, mais aux populations elles-mêmes. Et je dis que c'est tout l'enjeu de votre séminaire, c'est que je pense que si la loi de 2017 dit qu'il faut que soient formés des citoyens respectueux de l'environnement, je
Je pense que l'enjeu de demain, c'est qu'il y ait réellement un engagement, et pas simplement des citoyens respectueux, c'est bien, mais qu'il y ait des citoyens engagés. C'est peut-être tout le défi de vos travaux. Merci. On va prendre une ou deux questions. Monsieur Savoie, vous avez parlé des Inuits tout à l'heure et j'ai été surprise parce que je me suis dit que quand vous avez à un moment donné abordé les labels, et je suis très inquiète pour nous en Polynésie, et c'est vrai que vos travaux, ce que vous venez de nous présenter était très intéressant. Mais en même temps, ça m'interpelle sur plusieurs plans, et notamment concernant, quand vous avez parlé du bien commun qui allait passer dans le bien public. Alors, ma question est, nous avons un patrimoine un patrimoine végétal qu'on n'a pas assez, je ne peux pas dire exploité, mais qu'on n'a pas assez mis en lumière. Et avec les travaux de Pétard, qu'on connaît très très bien, parce que bon, c'est l'objet de notre séminaire, le développement durable, j'ai été assez stupéfaite que, par exemple, mon œil, qui est réellement un produit de chez nous, et qu'on retrouve breveté ailleurs, surtout pas dans notre pays. Et le second, c'est au niveau de l'espèce de ginger qu'on a à Reivavin pour faire du savon. Et là, je trouve que la population a été dépouillée de ce bien commun qui est devenu un bien privé. Alors, que pensez-vous de ça? Est-ce que, là, à un moment donné, vous avez parlé de l'État, de l'intervention, enfin, du politique, pas politique. Que faire alors? Nous, dans nos écoles, on apprend aux enfants à respecter, comment on fait des potagers, d'autres, le mien en tout cas dans mon école, c'est beaucoup plus sur les arbres et nos arbres ethnobotaniques. Mais on ne parle pas assez souvent de ce patrimoine-là qui est à nous. C'est recensé nulle part. Et pas comme ferait, par exemple, des organismes reconnus de l'État, comme je vois le CRIOP, par exemple, chez nous à Montréal, Berkeley, on verra demain, entre autres. Alors, maintenant, concernant justement ces plantes, comment ça se fait que ça part ailleurs? Comment ça se fait que nous, on n'a pas protégé? Je ne veux pas trop développer, mais j'ai travaillé sur l'homologation du Mono Treaty, traité de Barcelone. Donc là, on est dans l'application de conventions. Il y a des règles du jeu et ça ne protège pas contre éventuellement des rapines, des piratages. Lorsqu'on a mis en place les droits d'auteur en 1957, eh bien, le grand danger, ça a été des chants folkloriques. Il y a eu des chants alsaciens, des chants bretons qui ont été appropriés. Après, dans les villages, ils ne pouvaient plus jouer leur musique parce qu'il y avait... Ce qui n'est pas déclaré comme propriété peut être déclaré par n'importe qui. Hein, voilà. Donc, et si on n'a pas pris soin de breveter, alors ça va encore plus loin. Aujourd'hui, c'est le grand débat. Il y a un certain nombre de compagnies qui veulent homologuer les semences. La nature fait que, on peut dire que c'est un patrimoine de l'humanité. Peu importe que ce soit des céréales, que ce soit des variétés de riz. Mais donc, si des opérateurs peuvent les faire enregistrer à leur nom, après, on ne pourra plus faire des croisements ou utiliser ces semences parce qu'il y a un propriétaire. Donc, voilà, c'est ça. C'est le grand débat. Mais est-ce qu'on peut préserver, maintenir ces systèmes d'appropriation ou les modifier? Mais c'est des jeux de conventions, ce sont les conventions internationales. Et je rappelle que un des modes, et ça c'est les grands programmes, c'est d'abord non seulement de les homologuer, amis de bien commun, mais c'est de les préserver. C'est le grand projet de stockage de semences en Norvège, hein, donc, pour que, si jamais il y a un cataclysme, bah, que l'humanité, dans 200 ans, dans 300 ans, puisse réaccéder. Hein. Donc la mise en responsabilité, ce n'est pas uniquement à notre échelle, notre vie humaine qui est courte, mais c'est à l'échelle des générations qui viennent.
Et alors, mettre de l'argent pour qu'il y ait des outils de préservation, pas uniquement juridiques, mais tout simplement physiques, et pour que les êtres humains, en 2300, aient encore accès à tel et tel élément de notre patrimoine d'aujourd'hui. Merci.